Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale. Comment peut-on rendre nos systèmes d'IA plus fiables et plus logiques? La solution se trouve peut-être dans une idée assez élégante, leur imposer des règles, des contraintes de haut niveau. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down. En gros, on va essayer d'aller au-delà de la simple reconnaissance de forme pour apprendre à une machine à raisonner. On a tous vu passer ces exemples, parfois un peu drôles, parfois un peu inquiétants. Une IA capable de générer une image plus vraie que nature, mais qui dessine une main avec 6 doigts. Ou un modèle de langage qui peut vous sortir un poème incroyable, mais qui, juste après, va enfreindre une règle de bon sens hyper basique. C'est ça le problème central, ce manque de raisonnement structuré, malgré des capacités de calcul qui sont, elles, absolument phénoménales. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on va plonger dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord bien cerner les faiblesses des réseaux de neurones classiques, ceux qui apprennent uniquement à partir de données. Attention, ils sont incroyablement puissants, mais ils ont des angles morts assez importants. La recherche actuelle met en lumière 5 grands obstacles. Premièrement, le raisonnement structuré. Ces réseaux sont des champions pour trouver des corrélations, mais pour ce qui est de la causalité, c'est une autre histoire. Ensuite, leur appétit pour les données est juste insatiable. Troisièmement, c'est très compliqué de leur injecter des connaissances d'experts ou du simple bon sens. Quatrièmement, l'explicabilité, ce sont souvent de véritables boîtes noires. Et enfin, les garanties, un réseau ne peut pas vous assurer à 100% qu'il respectera une contrainte, ce qui est un énorme problème pour des applications critiques comme la conduite autonome ou le diagnostic médical. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai dilemme. D'un côté, on a le raisonnement symbolique qui intègre super facilement des connaissances, mais qui galère un peu avec de grosses quantités de données brutes. De l'autre côté, les réseaux de neurones, qui sont des rois pour traiter des données massives, mais qui fonctionnent en mode boîte noire, sans aucune logique qu'on puisse vraiment comprendre. La solution, vous la voyez venir, elle semble évidente. Il faut combiner le meilleur des deux mondes. Et pour y arriver, les chercheurs sont allés chercher l'inspiration chez le processeur le plus efficace qu'on connaisse, notre propre cerveau. Le concept de traitement top-down, ou descendant, est directement emprunté aux sciences cognitives et aux neurosciences. Regardez bien cette image. Tout le monde lit The Cat, sans la moindre hésitation, n'est-ce pas? Et pourtant, si on regarde de près, le caractère du milieu est exactement le même dans les deux mots. C'est notre cerveau qui, en une fraction de seconde, utilise le contexte, les lettres autour, pour lever l'ambiguïté. Voilà un exemple parfait de ce qu'est un processus top-down. Un simple détecteur de forme, lui, serait complètement perdu. Alors, juste pour être bien clair, posons les définitions. Les signaux bottom-up ou ascendants, c'est l'information brute qui vient de nos sens, les pixels d'une image, les sons que l'on entend. Les signaux top-down ou descendants, ce sont nos attentes, nos connaissances, tout ce qu'on a déjà appris et qui vient guider notre perception. En fait, c'est notre expérience qui vient donner un sens à toutes ces données brutes. L'analogie est parfaite. Imaginez que vous entrez dans une pièce que vous connaissez par cœur, mais dans le noir complet. Pour vous déplacer, vous allez vous fier à la carte mentale que vous avez de cette pièce. C'est un signal purement top-down. Maintenant, en plein jour, quand l'information visuelle est limpide, vous allez surtout vous fier à ce que vous voyez, un signal bottom-up. La véritable intelligence, c'est justement cette capacité à jongler, à combiner dynamiquement ces deux sources d'infos. D'accord, le concept est clair. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment on traduit ça en code? Comment on implémente concrètement ces fameuses contraintes dans une IA? Eh bien, il existe plusieurs approches. Une première méthode, c'est de toucher à l'architecture même du modèle. Ce qu'on voit ici, c'est le modèle BRIMS. L'information part de l'entrée sensorielle et remonte les couches. Ça, c'est le flux bottom-up classique. Mais en même temps, l'information redescend depuis les couches supérieures qui représentent des concepts plus abstraits. C'est le flux top-down. Et le modèle utilise un mécanisme qu'on appelle attention pour décider à chaque instant s'il doit plutôt faire confiance aux données brutes ou à ses propres attentes. Une autre approche, c'est celle des Logic Tensor Networks, ou LTN. Ici, l'idée est d'intégrer la logique directement dans la fonction d'entraînement. Au lieu de juste montrer des milliers d'images de chats au modèle, on va aussi lui donner une règle logique, comme par exemple « tout chat a une queue ». Cette règle est ensuite traduite en une sorte de pénalité mathématique. Si le modèle identifie un chat sans queue, eh bien il est pénalisé et il est forcé d'ajuster ses paramètres pour mieux respecter cette règle à l'avenir. Pour les grands modèles de langage comme les LLM, le processus ressemble un peu à une négociation. D'abord, le modèle essaye de s'améliorer sur sa tâche principale, disons être utile, tout en essayant de ne pas enfreindre les règles qu'on lui a données. Ensuite, le système regarde à quel point les règles ont été respectées et il ajuste leur importance. Si une règle est souvent violée, la pénalité qui est associée devient plus forte. C'est vraiment un équilibre dynamique qui se met en place petit à petit. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche en pratique? Est-ce que ces approches apportent des améliorations qu'on peut vraiment mesurer? Voyons ce que disent les résultats. Les résultats parlent d'eux-mêmes.
Ici, on a mis le modèle BRIMS à l'épreuve sur de vieux jeux Atari. Et on l'a comparé à des architectures de référence qui sont pourtant très solides, comme les LSTM ou les RIMS. Et le constat est sans appel. Le modèle bidirectionnel, celui qui combine top-down et bottom-up, les surpasse, et de loin. Alors pourquoi est si efficace? En fait, c'est parce que le modèle apprend à jongler entre deux modes. Les signaux top-down, ça lui permet de suivre une stratégie, un plan à long terme. Et les signaux bottom-up, ça lui permet de réagir instantanément à un truc inattendu, comme un ennemi qui apparaîtrait d'un coup. C'est cet équilibre dynamique qui rend l'IA beaucoup plus performante. Et regardez ce chiffre, 95,1%. C'est la fréquence à laquelle le modèle a eu recours à des informations top-down pendant les tests. Ça veut dire que c'est un mécanisme qu'il utilise très régulièrement. Mais attention, la recherche montre qu'il l'active avec parcimonie, seulement quand c'est vraiment nécessaire pour résoudre une incertitude. Le modèle n'est pas noyé sous ses propres attentes, il les utilise de manière intelligente. Ce graphique, lui, il valide l'approche pour la sécurité des grands modèles de langage. Quand les chercheurs fixent un objectif de sécurité bien précis, c'est la barre bleue, le modèle qui a été entraîné avec des contraintes atteint cet objectif de manière très précise, la barre orange. C'est donc une méthode qui s'avère fiable pour imposer des règles de comportement. Bien sûr, et c'est important de le noter, rien n'est gratuit. Il y a forcément un compromis à faire. Si on rend un modèle plus sûr ou plus drôle, il y a des chances qu'il devienne légèrement moins performant sur sa tâche principale. L'alignement par contrainte, ce n'est pas une solution magique. C'est un processus raisonné qui nous permet de trouver le bon équilibre entre des objectifs qui sont parfois contradictoires. Alors, pour conclure, essayons de regarder un peu vers l'avenir. Quels sont les défis qui restent encore à relever et dans quelle direction ce domaine de recherche, qui est franchement passionnant, est-il en train de s'orienter ? 3 grands défis se dessinent. D'abord, le passage à l'échelle. Le raisonnement logique, ça reste très coûteux en calcul. Ensuite, l'apprentissage des règles elles-mêmes. Aujourd'hui, il faut souvent un expert humain pour écrire les contraintes. Automatiser ce processus, c'est un enjeu majeur. Et enfin, il faut encore tester ces méthodes sur les modèles les plus gigantesques pour être sûr de leur efficacité à très grande échelle. La question de fond reste donc ouverte. L'avenir de l'intelligence artificielle ne semble se trouver ni dans le tout donné, ni dans le tout règle, mais probablement dans une synthèse très subtile des deux. L'intelligence de demain sera peut-être le fruit de cette négociation permanente entre l'observation brute et la raison pure. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous.